Yo, dans le dernier épisode de Cyber Talk, on a eu une conversation très intéressante sur le bug bounty avec deux hunters, Icar et Worthy. La soirée s'est très bien passée, on a appris énormément de choses, mais quand même, à quelques moments, on s'est dit que ça aurait été sympa d'avoir l'avis de quelqu'un qui travaille pour une plateforme de bug bounty. Et vous commencez à nous connaître, la question elle a été vite répondue. Pourquoi tout simplement ne pas inviter une plateforme de bug bounty dans notre émission? Dans cet épisode hors série, on va recevoir Manon et Mathieu de chez Yogosha pour leur poser toutes les questions que vous posez sûrement aussi sur les coulisses d'une plateforme de bug bounty. Au passage, on remercie Yogosha pour le sponsor de cette vidéo et on espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cyber Talk. Cyber Talk. Bonsoir, bienvenue pour cette seconde soirée sur la thématique de Bug Bounty. C'est aussi notre troisième Cyber Talk en hors-série. Les deux premières fois, ça avait été plutôt des sujets OSINT, mais cette fois-ci, on a un sujet Bug Bounty qui vous a pas mal plu la dernière fois. Donc on a décidé de creuser un petit peu et de changer d'angle. Vous allez le voir cette fois-ci, on n'a pas des hunters, on a plutôt des personnes qui représentent une plateforme de Bug Bounty, mais pas que. On va en discuter un petit peu après. Yogosha, donc Manon et Mathieu, bonjour, comment est-ce que vous allez ? Ça va très bien et toi ? Pour ce soir, donc, deux particularités. Déjà, je pense que vous le remarquez à l'écran, il manque une personne. Nubosaurus n'est pas là, malheureusement. Il y a eu des événements, on va dire, indépendants de sa volonté, donc il ne pourra pas être parmi nous ce soir. Mais ça n'est que partie remise, il sera là la prochaine fois. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Deuxième particularité, c'est aussi que c'est notre premier épisode qui est réalisé en partenariat avec une entreprise. Donc ce soir, ça va être Yogosha et on les remercie parce que c'est un sujet qu'on aime pas mal quand même, le Bug Bounty, et le fait de pouvoir faire un épisode comme ça, changer de vision et avoir tout le côté sponsor qui nous aide un petit peu pour produire les émissions, ça nous plaît beaucoup. En fait, c'est vraiment très sympa, donc voilà. Merci. Et surtout, on va remercier Manon et Mathieu qui sont là avec nous ce soir, qui ont été désignés volontaires, n'est-ce pas, pour la soirée. Non, j'espère que vous êtes volontaires quand même pour venir. Ouais, c'est bon, ok. C'est bon. J'ai eu un doute l'espace d'un instant. Alors, on va passer aux présentations. En deux mots, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites chez Yogosha déjà, et en deux, trois mots, un peu votre parcours dans la cyber, quelles sont vos caractéristiques, messieurs, dames? Alors, pour ma part, je suis Security Program Manager chez Yogosha. Ça fait 1 an et demi que je les ai rejoints. Et en gros, initialement, je m'occupais majoritairement de la partie pentest, donc accompagner à la fois le client et les hunters dans les différentes missions de pentest, de sorte à ce que ça se passe bien, globalement. Et aussi sur la partie donc Bug Bounty, ce qui nous intéresse justement ce soir. Donc, un peu la même chose de l'opérationnel sur cette partie, l'opportunité de parler à notre communauté de hunters qui est incroyable. Et mon parcours dans la cyber, comme beaucoup, initialement, j'ai pas fait d'études dans cette branche-là. Enfin, pas spécifiquement, assez tardivement, disons. J'ai fait de la géopolitique et en fait, au sein de mon master, il y avait il y avait une majeure en 2e année qui était, faut que je te retrouve les termes particuliers, géostratégie. C'est toujours compliqué les noms de master. Géopolitique de la datasphère, voilà, c'était quelque chose comme ça. Okay. Et c'était super intéressant, on avait des profs qui étaient spécialistes donc du cyberespace, de la géopolitique du cyberespace, notamment russophone. Il y en avait qui étaient plus spécialisés sur le monde d'Amérique du Nord. C'était riche et donc j'ai continué là-dedans après. Et j'ai rejoint Yogosha directement après mes études. Ok. Écoute, ravi d'avoir accueilli Manon depuis 1 an, un petit peu plus dans l'équipe Yogosha. Et puis moi, l'histoire côté cyber, elle date un petit peu plus, puisque je suis un petit peu plus âgé. Dans la cyber depuis un bout de temps, dans l'initiative de la création, on va dire, de l'association Hackers Voice au tout début, donc avec cette appétence de la cybersécurité depuis pas mal d'années aujourd'hui. La création, on va dire, de tout ce qui est la nuit du hack, qui a aujourd'hui été renommé le hack. Donc voilà, dans le domaine depuis un sacré paquet d'années et toujours surpris de voir un petit peu les jeunes pousses, les compétences et la curiosité que toute cette communauté peut apporter et peut fournir aux institutions qui auraient besoin de cybersécurité. Très bien, sans plus attendre, on va démarrer sur les questions de cette soirée. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? On est prêts. On va essayer. Très bien. On va commencer avec une petite partie un peu générale, on va dire, vraiment sur le côté plateforme de Bug Bounty. Déjà, est-ce que vous pouvez me dire ce que fait Yogosha dans le Bug Bounty? Et est-ce que vous faites d'autres choses à part
part être une plateforme de bug bounty dans ce milieu? Je veux bien commencer par rapport au fait que Yogosha n'est donc pas exclusivement une plateforme de bug bounty, bien au contraire. On est une plateforme qui permet de lancer d'autres opérations de sécurité offensive. Donc je mentionnais tout à l'heure le pen test, mais on fait aussi des opérations de forensique. Il y a aussi la possibilité sur la plateforme de lancer des opérations de VDP. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler plus en détail après, parce que le VDP... Au niveau de la réglementation, il y a quand même pas mal de choses qui se font. Ouais, globalement, historiquement, hein, c'est Yogosha, c'est une plateforme qui a initié la cybersecurity sous le vecteur du bug bounty. Aujourd'hui, on est positionné sur clairement une plateforme off-sec plutôt globale, donc on conserve cette brique historique du bug bounty. Néanmoins, il faut qu'on évolue et donc on a fait évoluer nos offres sur du pen test as a service, où je ne vais pas faire la traduction en français et je vous laisserai faire la traduction, sur des opérations qui vont être le responsible disclosure, comme on en parlait il y a quelques années, qui aujourd'hui s'est transformé en VDP et qui va probablement, comme le disait Manon, devenir une obligation en termes de régulation à la fois probablement européenne et à la fois sur les opérateurs d'assurance en France. Et on a aussi cette brique un petit peu, on va dire, de special operations qui vont couvrir un petit peu des domaines qui vont être de l'OT, de l'IoT, tout ce qui va être aussi les live hacking events, les opérations de red team, ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, au-delà de proposer du bug bounty uniquement, on est une plateforme vraiment off-sec qui va permettre de sélectionner en fonction des besoins de la structure la bonne opération pour les bons résultats et les bonnes attentes sur le côté métier et sur le côté régulation et gouvernance. C'est ça. Il y a vraiment en plus un côté complémentaire dans les différentes opérations de sécurité offensive qu'on peut lancer. En fonction de la maturité des assets, on va forcément pas démarrer tout de suite avec du bug bounty par exemple, et c'est vraiment des process qu'on essaye d'éduquer nos clients, les organisations qui nous contactent pour commencer step by step en fait et terminer sur du bug bounty, donc sur quelque chose qui permet d'avoir une sécurité plus ancrée sur du long terme, disons. Ok. Le bug bounty, du coup, c'était le point de départ historique, c'est ça, de l'entreprise? Yes. Ok. Exactement. Ça a été, on va dire, l'accroche de base, puisque c'était aussi une révolution sur l'approche, on va dire, un petit peu de la sécurité offensive. Globalement, aujourd'hui, on sait que les structures ont beaucoup de mal à staffer des équipes en interne qui vont pouvoir être en capacité de mener des opérations de détection de vulnérabilité, de pen test, de sécurité offensive. Donc voilà, nous, on n'a pas volonté à remplacer les équipes internes, on a volonté d'être à côté d'eux et de pouvoir fournir un service additionnel pour justement pouvoir libérer ces équipes-là internes pour qu'elles puissent se focaliser sur des opérations très précises, très pointues et timées dans le temps. Et nous, on est là sur une communauté qui aujourd'hui avoisine les 1000 individus en disant, voilà, nous aujourd'hui, on est en capacité de mobiliser 1000 personnes, 500 personnes, 20 personnes, 30 personnes, en fonction de vos besoins, pour aller renforcer votre sécurité et renforcer votre vision de la détection des vulnérabilités sur vos assets qui sont exposés. Quand on avait fait le précédent podcast, on avait parlé beaucoup de tout ce qui était programme privé, programme public. On avait vu qu'il y avait des différences à chaque fois. Comment ça marche chez vous? Est-ce que vous avez les deux, du public, du privé? Et au niveau historique, est-ce que vous avez, je sais pas, peut-être préféré une des deux façons de faire à une époque et puis ça a changé au fur et à mesure? Comment ça se passe chez vous? Pas de public chez nous. La notion de public, on n'est pas fan côté Yogosha. On a une volonté d'avoir une communauté privée. Donc communauté privée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette communauté, on va l'éprouver pour l'entrée.
Donc ça va être des tests qui vont être techniques, mais ça va être aussi des tests qui vont être sur le côté pédagogique, parce que bien évidemment que notre plus-value, c'est de fournir des experts techniques aux clients qui sont en demande. Néanmoins, il faut qu'on s'assure aussi que ces experts techniques soient en capacité de correctement expliquer leur déroulé sur la détection de vulnérabilité, sur les exploits qu'ils ont utilisés, sur les outils qui ont été utilisés. Donc voilà, il y a ce volet technique, mais il y a aussi ce volet pédagogique qui est hyper important pour nous, et volonté de ne pas exposer nos clients sur le domaine public, parce qu'il y a encore aujourd'hui un domaine de confidentialité que les clients, alors c'est peut-être un petit peu cette histoire du vieux continent européen qui n'est peut-être pas encore sur les normes américaines où effectivement on communique, on lâche les vannes, on n'a pas de souci à exposer les assets. Aujourd'hui, voilà, il y a une montée en compétences, il y a une montée en pédagogie qui doit être faite sur les clients européens. Donc nous, clairement, on est sur une communauté privée avec des programmes privés qui ne sont accessibles que aux personnes qui ont validé nos tests d'entrée. Ok. Petite question comme ça qui me vient. Alors, je ne sais pas trop comment il fonctionne, mais j'avais vu que SRT, Synack Red Team, avait des services de... Alors, j'ai pas assez de connaissances pour savoir si c'est du bug bounty privé ou si c'est vraiment du Red Team. Je sais pas si vous avez des infos là-dessus. Est-ce que c'est similaire à ce qu'ils font peut-être, ou c'est vraiment pur bug bounty en fait et rien de plus? On a une approche différente. Néanmoins, on se retrouve sur pas mal de sujets. L'objectif, c'est, on va dire, de fournir les meilleurs profils en fonction des besoins qui sont exprimés par le client. Et c'est pour ça qu'on a eu la volonté aussi d'avoir cette communauté qui est limitée, parce que ça va nous permettre de connaître tous les individus et donc de proposer le meilleur groupe de chercheurs pour une campagne de bug bounty, ou les 2 ou 3 personnes pour une campagne de pentest aux clients en fonction de ses besoins. Donc globalement, sur les camarades côté Synack, on se retrouve un petit peu sur l'approche qu'on offre à nos clients et qu'on propose aux clients sur la détection de vulnérabilité. Du coup, en fait, j'ai l'impression que c'est encore en fait, le sujet de l'ubérisation me revient du dernier podcast qu'on avait fait. On va pas en parler encore, on abordera ça plus tard, mais j'ai l'impression que c'est encore un hybride différent au niveau Hunter, où au final, c'est pas forcément public, c'est privé, mais en fait, t'es pas embauché dans l'entreprise, donc t'as un espèce de statut un peu hybride du Hunter qui va aller faire de la chasse à la prime chez le client. C'est intéressant. Alors, justement, si on parle des Hunters, ces programmes privés, il y a quoi comme avantage du côté du Hunter, vraiment, si on oublie le côté plateforme, le côté client, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être des scopes plus intéressants techniquement? Est-ce que c'est les primes qui sont plus hautes? Est-ce que juste sur les scopes privés, il y a plus de primes? Comment ça se passe? Moi, de mon feedback, et aujourd'hui, moi, je suis plutôt détaché sur, on va dire, la verticale qui est la verticale BFA, donc Banque Finance Assurance, et la verticale qui est plutôt du régalien. Voilà, moi, je vais donner mon feedback sur ces verticales, et Manon en a d'autres. Donc, elle vous donnera aussi son feedback sur le sujet. Moi, ce que je vois sur une communauté qui est privée, qui est limitée, c'est surtout le fait de se dire à un moment, on a un taux d'activité qui est quand même assez conséquent, et entre guillemets, chacun peut à un moment vraiment performer et être efficace, et donc probablement gagner des primes. Je suis pas en désaccord avec les plateformes qui vont revendiquer 1 million d'utilisateurs, mais in fine, quand on regarde, et c'est des chiffres qui sont publiés par ces plateformes-là, sur 1 million d'utilisateurs, in fine, on en a 1% qui est actif. Nous, on est plutôt aujourd'hui avec une communauté qui est certes probablement restreinte. Ça peut paraître restreint d'un œil extérieur, mais on est à un taux d'activité de 80% pour les chercheurs.
Ça veut dire que voilà, on voit vraiment la différence. Donc certes, peut-être on a moins de personnes, mais néanmoins, je pense pas que nos niveaux de rémunération soient moindres que la moyenne. Je pense qu'aujourd'hui, on peut annoncer clairement que typiquement sur une vulnérabilité qui serait considérée et validée comme critique, on est sur une moyenne de 3 000 à 8 000 euros. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement attractif. Mais surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce taux d'activité qu'on peut fournir et qu'on peut transmettre au client. Et le client, quand il voit un taux d'activité qui est important, et ben pour lui, de son côté, ça va le motiver à justement développer cette activité, industrialiser cette notion de bug bounty. Et forcément, après, c'est du win-win pour tout le monde. Mais là, comme tu parlais plutôt de la partie aussi, qu'est-ce que ça apporte aux hunters, j'ai utilisé un adjectif qui est un peu fourre-tout, mais comme on est une plus petite communauté, il y a un côté aussi un peu plus humain. Et l'interaction avec notre communauté, elle est beaucoup plus aisée. On a un Slack communauté, donc ils nous contactent directement en termes de support. On essaye d'être au plus proche d'eux et de faire l'intermédiaire avec le client dès qu'il y a besoin. Donc c'est ça aussi, c'est ce côté interactif qu'on aime apporter, nous. Peut-être si ça ne te dérange pas, on peut juste répondre à une question. Je vois une question sur le chat qui est hyper intéressante. Clause d'exclusivité. Il n'y a pas de clause d'exclusivité en fait. On sait très bien que tous les bug hunters de la planète n'ont pas d'exclusivité. Alors, en tout cas, côté Yogosha, il n'y en a pas. Il n'y a pas volonté d'avoir d'exclusivité. On sait très bien qu'à un moment, il y a des creux sur une activité ou sur des programmes. Et donc, forcément, sur d'autres plateformes, il y a peut-être une activité qui est plus importante. Donc, bien sûr que non. Je réponds à la question de c'est quoi, c'est Glidoo. Voilà, non, il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'on intègre la communauté Yogosha qu'il va y avoir une espèce d'interdiction d'aller travailler sur les autres plateformes. Et j'ai même envie de dire que cette interdiction est stupide parce que nous, l'objectif, c'est d'avoir les meilleurs hunters. Et effectivement, s'ils peuvent apprendre des nouvelles méthodes sur des nouveaux programmes, sur d'autres plateformes, probablement qu'à un moment, ça sera bénéfique sur des programmes qui seront distribués sur notre plateforme. Donc, bien évidemment que non, pas d'exclusivité. Et j'encourage tout le monde, in fine, à aller participer le plus possible et à apprendre le plus possible. J'ai vu passer aussi la remarque disant qu'il y avait, forcément en privé, il y avait moins de monde sur les scopes. Est-ce que c'est une réalité aussi? S'il y a moins de monde, tu as plus de chances aussi d'arriver à trouver les vulnes de toi-même et d'être récompensé. Ouais. Exactement, moins de duplicate au début des programmes. Et donc forcément, ça permet d'avoir aussi une récompense de ton travail plus aisément. Et c'est un peu plus gratifiant quand même quand tu passes de longues heures à trouver des failles. Est-ce qu'il y a un mauvais côté éventuellement, un défaut que vous pensez au côté privé? Moi, si j'essaie de réfléchir, je vais me dire, ok, par exemple, si j'ai envie d'accéder par exemple à un programme de bounty privé, là aujourd'hui c'est pas possible parce que j'en ai jamais fait par exemple. Donc t'imagines qu'il faudrait que je prenne du temps, que je commence à chasser sur d'autres plateformes, etc. Qu'est-ce que ça serait pour vous le défaut, on va dire, de ce mode de fonctionnement en le mettant en parallèle avec du public? Honnêtement, c'est difficile de répondre parce que moi, je vois pas forcément de défaut et je me base à la fois sur les feedbacks des membres de notre communauté et les feedbacks des clients. J'ai envie de dire peut-être que le côté du public, il y a un risque, comme le disait Manon, de très facilement avoir du duplicate. Le duplicate, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que j'ai quand même travaillé et que j'ai un statut en mode bon bah c'est super, mais il y a un gars qui est venu avant toi et qui l'a trouvé avant toi. Et côté client, il y a aussi éventuellement cette vision de se dire j'ai beaucoup de rapports qui sont probablement tous les mêmes et c'est extrêmement chronophage pour moi. Et peut-être qu'à un moment, je vais remettre en cause le fait d'utiliser du bug bounty parce que j'ai des remontées qui sont certes pertinentes et qui sont intéressantes pour mon produit et qui vont faire monter en maturité mon produit. Néanmoins, je me dois d'étudier tous les rapports et là, ça me prend du temps. Donc voilà, cette notion peut-être de privé donne peut-être un avantage sur le fait qu'on n'a pas une volumétrie qui est incroyable de Hunter sur un périmètre et qui justement va permettre de limiter ces effets de bord
qui peuvent être pénibles à la fois pour le chercheur et qui peut amener de la frustration, et à la fois pour le client qui peut amener un petit peu de fatigue et de la remise en question de l'exercice. Tu dois quand même... alors, je sais pas, peut-être que c'est une mauvaise conception de ma part, mais j'ai quand même l'impression que le fait d'être privé, effectivement, t'as beaucoup d'avantages. Est-ce que tu rates pas aussi parfois le gars juste qui, entre guillemets, qui passe par là, très skillé, et qui se dit, tiens, j'ai repéré un truc, j'ai déjà exploité ça sur le scope, sur un autre scope, vas-y, je vais juste essayer, je vais tester, et le mec, il arrive, et en fait, en 2 jours, par exemple, il te sort un truc ultra critique. Est-ce que le fait d'être privé, ce fait qu'il faille être accepté, intégré, etc. dans le groupe, ça filtre pas un peu aussi ce genre de cas? Ou est-ce que au final en fait c'est noyé parce que en fait t'as assez de hunters en privé, tu vois, pour balayer assez large? Après, si tu parles du mec qui passe par là, justement, comme on disait au début de l'interview, du Twitch, pardon, je sais pas comment appeler ça. Au début, point. Au début. Il y a aussi la possibilité d'avoir un programme de VDP qui permet qui s'additionne avec le programme de Bug Bounty. Donc si justement il y a un mec qui passe par là et qui trouve quelque chose sur le scope, et rien ne l'empêche de soumettre un rapport sur un programme de VDP. Et sur la base de son rapport, nous, si on voit que c'est qualitatif, si le client témoigne de la qualité également, rien ne nous empêche, et au contraire, c'est ce qu'on va faire, d'aller contacter la personne et lui dire écoute, franchement, t'es chaud, n'hésite pas à rejoindre la communauté, et justement, tu pourras possiblement être inclus dans le programme de Bug Bounty pédagogique. Donc, le mec qui passe par là, il peut rester. Ok. Bon, j'imagine en plus, c'est le genre de métier où il y a rarement des mecs qui passent par là quand même. En général, ils savent pourquoi ils viennent. Exactement. Très bien. Juste, alors, tu as prononcé un gros mot, un méchant acronyme que je n'ai pas compris, VDP. Pardon, Vulnerability Disclosure Program. Ok, bon, j'avais compris quand même. Très bien. Au moins tout le monde. Le RAS aussi de tout à l'heure. Premier degré ce soir, c'est bon. Pour les anciens, un petit peu comme moi, c'était le Responsible Disclosure. Oui, moi j'avais ça en tête. Ok, très bien. Non, mais c'est bien, ouais, du coup ça balaye assez large. Ok, très bien. Alors, vous en avez parlé un petit peu déjà, mais pour récapituler, l'intérêt pour votre client d'avoir un programme qui soit privé et pas public. Donc vous aviez dit plus de contrôle au niveau du triage, enfin plus de qualité en fait au niveau du triage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le taux d'acceptation. On limite l'audience, donc forcément, globalement, on augmente le taux d'acceptation des rapports aussi. Et puis la satisfaction côté client, qui va se dire à un moment, ok, j'ai des rapports, je vais probablement avoir des duplicates, je vais probablement avoir des rapports qui sont légèrement out of scope, etc., mais qui vont être limités en termes de volumétrie, donc en termes de charge mentale de leur côté. Ça va valider quand même l'exercice et de se dire à un moment, ok, on va vouloir industrialiser cette méthode. Et nous, on se positionne, et on le dit toujours, monsieur le client, vous nous dites que vous voulez lancer un bug bounty. Ok, super, c'est une très bonne démarche. Néanmoins, avant, est-ce que vous avez quand même fait un pentest qui permet d'égrainer beaucoup de low-hanging fruit, de vulnérabilités qui seraient faciles à identifier, ce genre de choses-là, parce qu'il y a quand même une gestion de budget aussi qui est importante. Donc voilà, il y a ce sujet-là de se dire, ok, on arrive, entre guillemets, sur le bug bounty en tout cas, en bout de chaîne. Et les facteurs clés du bug bounty, c'est quoi? C'est ces 2 éléments. C'est la volumétrie des chercheurs qu'on va mettre sur le périmètre, parce que chacun va avoir son approche, chacun va avoir ses outils, chacun va avoir un peu sa secret sauce pour aller identifier et éventuellement exploiter des vulnérabilités. Et c'est aussi cette notion de temps long. Le temps long qu'on n'a pas sur un audit, puisqu'un audit est typiquement au début d'une prestation, avant même qu'elle commence, elle a été mesurée en termes de temps, jour, homme. Et ça, voilà, c'est aussi ce facteur clé qui est important à prendre en compte, c'est que parfois des exploits qui sont hyper tricky, qui sont un peu même brainfuck parfois, parce qu'on se dit, mais le mec, comment il a pensé à cette approche-là? Ça nécessite du temps, ça nécessite de tester, ça nécessite d'avoir des échecs, ça nécessite de reforger un petit peu sa procédure, son approche. Et donc voilà, c'est ce temps long qui est hyper important, et que généralement sur un programme de bug bounty, quand on le lance,
sur les 2-3 premiers jours, on a de toute façon des remontées qui sont pas forcément des choses qui sont hyper critiques, mais on voit bien qu'il faut du temps pour que les personnes qui sont en face sur le périmètre puissent dérouler des scénarios qui sont parfois incompréhensibles. Parfois, on se demande comment on a pensé à cette approche-là, mais qui, in fine, vont donner des rapports qui seraient considérés comme élevés ou critiques pour le client, parce qu'avec des vrais impacts et des chemins détournés, mais qui vont quand même permettre d'impacter sévèrement soit la confidentialité, soit l'intégrité du scope. Au niveau stratégie, en fait, business, etc., j'aime bien parler de ça de temps en temps. J'ai l'impression dans ce que tu dis qu'il y a une approche où vous essayez de prendre le client entre guillemets au début de son voyage là de cyber avec du pentest, de suivre un peu avec du bug bounty et éventuellement de progresser comme ça au fur et à mesure. Est-ce que c'est une stratégie qui évolue? Est-ce que c'est juste au départ il y avait du bug bounty, mais en fait niveau business ça faisait plus de fond de roulement d'avoir la partie pentest et du coup ça s'est racolé? Est-ce que ça a été, ce que je veux dire c'est, est-ce que c'est une stratégie ou est-ce que ça s'est fait de façon organique juste en suivant le marché au final de ce qui était demandé par les entreprises? J'ai l'impression, et Mathieu tu me corrigeras, que ça s'est fait de manière assez organique. Pour la petite histoire, quand je suis arrivée, j'ai été mise sur la partie pentest comme je te disais au début, et c'était censé être quelque chose d'assez léger de base. On en faisait et c'est monté de plus en plus et c'est quelque chose que les clients recherchaient vraiment. Et donc nous, on avait la compétence au sein de notre communauté de fournir ce genre de prestations. Et finalement, ça s'est inscrit dans une logique de sécurisation des assets de nos clients qui était, je pense, le process cohérent, commencé, comme Mathieu l'a dit, par du pentest, par quelque chose d'assez, je ne vais pas dire soft parce que c'est pas le cas, parfois on trouve des trucs pas mal, mais qui permet de contrôler vraiment son budget, et du TGM, donc un taux fixe, etc. Et ensuite, une fois qu'on a déjà fait ce déblayage des vulnérabilités, passer sur du bug bounty et avoir donc plus de temps pour ce que Mathieu expliqué juste avant, plus de temps pour les chercheurs d'aller chercher des scénarios totalement tricky et qui peuvent mettre des mois à élaborer, et c'est ce qu'on a vu sur certains programmes. Mathieu, je pense qu'il y aura beaucoup plus d'anecdotes que moi, mais il y a certaines failles qui sont découvertes au bout de 2 mois. Le mec, il a taffé dessus pour trouver quelque chose de vraiment critique, et le client en est très content, et ça aurait jamais été possible sur un pentest. Tu peux pas payer pour avoir une vulnérabilité au bout de 2 mois, c'est pas possible. Je vais compléter aussi, et il y a aussi ce côté d'une souplesse côté plateforme et de deux, le côté communauté. Alors, peu importe les acteurs du milieu qui ont entre 1 million et 1000 chercheurs de notre côté, aujourd'hui, il n'y a aucune grosse SS2I qui est en capacité d'avoir ce genre de staff. La problématique, elle est là aussi, et on a le feedback souvent de clients avec qui on travaille sur le bug bounty, qui nous challenge et qui challenge leurs opérateurs classiques de pentest pour des questions de disponibilité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les agendas des grosses SS2I qui mènent des pentests, c'est très bien, vous avez besoin d'un pentest, on fait la réunion de kick-off dans 1 mois, on vous mobilise un mec dans 2 mois et vous avez la restitution dans 4 mois. Sauf que le problème, c'est qu'entre le moment où l'auditeur va intervenir sur le scope et le moment où il va y avoir une restitution, il y aura probablement 2 ou 3 versions qui auront été poussées sur le produit. Et donc, au moment où on fait la restitution, en fait, le produit il a évolué et le snapshot de l'audit, il est plus du tout valable parce que le produit a évolué, et donc probablement il y a des vulnérabilités qui ont été corrigées par les mises à jour du produit, mais in fine, quand on fait des mises à jour sur un produit, forcément, on étend son domaine sa capacité à avoir des vulnérabilités et sa surface d'exposition, et donc c'est pas forcément relevant. Donc voilà, il y a ce côté-là aussi où on va capter des parts de marché sur cette notion de pentest, parce qu'on a la capacité d'avoir une force de frappe
qui est disponible immédiatement et d'avoir aussi des délais de mise en place qui sont très courts par rapport à des structures qui aujourd'hui et utilisent des process un peu à l'ancienne. Donc voilà, il y a aussi ce côté-là. Donc effectivement, il y a cette notion d'évolution organique de nos offres parce que on a senti le marché d'un côté, mais surtout qu'on a eu des feedbacks des clients qui nous ont dit on en a marre d'attendre. Au niveau tarif, j'imagine qu'un programme privé est plus onéreux qu'un public, non? T'as tout le côté sélection, qualité des rapports, etc. J'imagine que ça rentre en jeu, non, quand tu prices le truc avec un client, ou pas du tout, c'est juste différent? En termes de prix de licence, j'avoue que je ne saurais pas trop te répondre, Mathieu peut-être. Mais après, dans l'argent que tu mets dans le wallet, donc ce que tu vas dépenser en prime à accorder au hunter, nous, on va pas prendre de frais par rapport à ça. Donc, ça dépend du client, ça dépend de son budget, on s'adapte. Mais il n'y a pas de grandes différences, je pense. En fait, je pensais pas au wallet parce qu'effectivement, celui-là, voilà, il est à part. Je pensais plus sur la partie service parce qu'au final, vous faites, vous, le recrutement indirect de votre communauté de hunter. Vous vous assurez que les gars soient à jour techniquement, qu'ils soient compétents, etc. Donc, vous apportez, j'imagine, une valeur en plus par rapport à un programme public, même si le programme public a aussi sa valeur. Ok, ça marche. On a des abacs. On a des abacs sur le sujet. Globalement, par rapport aux acteurs français, on est plutôt aligné en termes de pricing sur le prix d'entrée côté plateforme. Et par rapport aux acteurs qui seraient plutôt sur le côté Amérique du Nord, ce genre de choses-là, voire peut-être plus nord de l'Europe, on est aussi aligné. In fine, ce qu'il faut se dire, c'est que les plateformes de bug bounty aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est des éditeurs de logiciels. On fournit un logiciel, on fournit une plateforme. Le business model aujourd'hui, c'est bien évidemment d'avoir un droit d'entrée sur cette plateforme. En bonus vient cette notion de communauté. Chacun a sa vision et sa gestion de la communauté. Certains ont fait le choix d'une communauté ouverte de X milliers ou X millions de personnes. On n'a pas fait ce choix-là et effectivement, c'est peut-être ça qui, à un moment, va décider le client de nous choisir plutôt qu'un autre. Voilà. Mais on reste un éditeur de logiciels, de plateforme, avec cette capacité à mobiliser une communauté. Ok, donc finalement, aujourd'hui, un client qui se dit, ok, là j'ai fini ma première phase pentest, s'il va chercher du bug bounty, c'est pas forcément plus cher de faire du bug bounty en privé qu'en public. T'as pas forcément de différence. Exactement. Ok. Alors, c'est pas plus cher et il y a aussi cet avantage de se dire, peut-être que je vais être un petit peu plus accompagné, mais peut-être que surtout, je vais avoir un peu moins de bruit à gérer, de faux positifs, de discussions à rallonge avec des chercheurs qui ne sont pas d'accord avec mon évaluation, ce genre de choses-là. Voilà, c'est aussi nous, notre capacité, le fait d'avoir cette communauté réduite qu'on connaît très bien, qu'on peut conseiller, qu'on peut accompagner sur le fait de dire ok, non, là, on a des gars qui sont skillés, qui connaissent leur boulot et qui vont pas aller chercher la petite bête. Et c'est ça aussi que le client veut. Le client veut de la détection de vulnérabilité, veut des rapports qui sont lisibles et qui sont compréhensibles, et surtout aussi cette notion de gestion de risque et d'évaluation du risque par le chercheur. Oui. Déjà, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est un peu dans notre ADN d'avoir cette fonction de facilitateur. On centralise les rapports, on centralise les différentes opérations de sécurité offensive qu'un client peut vouloir lancer. Et en fait, ce côté facilitateur, on le retrouve aussi dans le fait, justement, avec notre communauté réduite, de diminuer le bruit pour le client, sur le côté pentest que Mathieu expliquait tout à l'heure, de mieux s'adapter aux dispos du client parce qu'on a une communauté qu'on peut mobiliser plus aisément, qui est plus vaste aussi.
Donc c'est ça un peu le maître mot, si on peut résumer. Ok. Côté concurrence, ça se passe comment? Alors, pas forcément que la France, on va s'intéresser un peu à tout. Vous avez quoi, en gros, comme concurrent en France et à l'international? Et est-ce que c'est un milieu qui arrive un peu à saturation, où vous sentez que les entreprises commencent à se marcher un peu sur les pieds, à essayer de tirer sur les prix, à aller de façon non péjorative à racler du client, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde, ça se développe de façon encore saine et vous sentez qu'il y a plus de demandes que ce qu'il y a d'offres? Alors, ça se développe. Ça se développe clairement. Les besoins en cybersécurité, ils sont grandissants. On digitalise beaucoup plus de services, toujours et encore. Néanmoins, on a probablement ce petit plafond de verre, parfois, on va dire, top management des entreprises qui ont du mal à faire confiance à des gens qui ne sont pas en interne. On entend souvent les arguments sur des rendez-vous d'avant-vente. Oui, mais pourquoi moi je devrais faire confiance à des hackers éthiques que je ne connais pas, qui ne sont pas dans mon entreprise, et qui pourraient probablement me remonter une vulnérabilité, mais en garder une sous le coude pour la revendre sur le black market, ce genre de choses-là. Voilà, donc on est confronté typiquement la moitié du temps à ce genre de posture. C'est dommageable, mais c'est quelque chose qu'on voit une fois de plus sur notre vieille Europe à l'ancienne, et qu'on voit beaucoup moins sur le continent américain, qui ont généralement sur tous les sujets 10 ans de plus que nous, et qui sont beaucoup plus proactifs sur ce sujet-là. Donc on compte sur la pédagogie et le rétex de ce qui s'est passé outre-Atlantique, et aussi nous, de ce qu'on peut dire un petit peu aux clients sur le fait de changer leur mindset, sur le fait aussi de leur dire clairement, les yeux dans les yeux, c'est super ce que vous nous dites, mais vous n'avez pas les ressources en interne. Vous n'êtes pas en capacité de garder vos personnels de cyber en interne, parce que d'une, il y a un management un petit peu à l'ancienne, parce que d'une, ils sont pas forcément suffisamment payés. Voilà, ce genre de choses-là, que quand ils demandent une formation, c'est refusé, qu'ils passent 4 jours sur une mission et qu'ils changent de mission directe et qu'ils n'ont pas eu la sensation d'aller jusqu'au bout de leur mission, que parfois aussi les rétex qu'ils font ne sont pas entendus et qu'ils ne voient pas les remédiations, qu'ils ne voient pas les améliorations côté produit. Donc voilà, il y a toute cette problématique un petit peu de cet écosystème français qui a un petit peu du mal à accepter ces experts, qui aussi parfois, in fine, demandent sur un poste de cybersecurity junior un mec qui a 10 ans d'expérience. Donc voilà, à un moment, on peut se poser des questions aussi. Donc voilà, il y a ce sujet-là à se poser ces questions-là aussi, de se dire à un moment, il faut qu'on change notre mindset un petit peu et qu'on remette un petit peu les pieds sur terre. Donc voilà, il faut remettre un petit peu, j'ai envie de dire, l'église au centre du village sur le côté cybersécurité, et d'être très très clair sur les besoins, les attentes, et quels moyens on met en face en fait, et quelle volonté on met en face. Ok, et niveau concurrence, est-ce qu'il y a au niveau marché juste, est-ce qu'il y a une vraie différence entre le côté français et le côté international? J'en sais rien vraiment, hein, mais est-ce qu'il y a certaines boîtes aux États-Unis par exemple qui ont vraiment une longueur d'avance par rapport à ce qu'on fait en France en termes de bug bounty, côté plateforme ou ailleurs d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une séparation à un moment qui se fait, c'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de facilité à avoir des clients en France qu'à l'international, ou au final il n'y a pas trop de différence? Comment ça se passe en fait, ce côté interaction entre le territoire de la France et tout ce qu'il y a autour, vu qu'on est sur un domaine qui est si dématérialisé et si éthéré, on va dire? Et les Français sont très à l'ancienne, donc du coup effectivement les Français préfèrent travailler avec des boîtes françaises, et c'est pas pour rien que pour le coup sur les 5 ou 6 boîtes françaises reconnues, enfin 5 ou 6 boîtes mondiales reconnues sur le bug bounty, il y en a 2 françaises. Voilà, on a cette problématique de la souveraineté de la donnée, on a cette problématique de la communauté aussi, où on commence à accepter le fait de faire travailler des gens qui sont pas en interne, mais on préfère quand même qu'ils soient français. Donc voilà, on a ces problématiques-là. Maintenant, j'ai envie de dire, avec la concurrence, j'ai envie de dire,
quand il y a de la concurrence, ça veut dire qu'il y a du marché pour tout le monde. Donc, je pense aujourd'hui, c'est mon avis personnel, qu'il y a vulgairement, je vais le dire comme ça, mais qu'il y a à manger pour tout le monde. Donc voilà, et puis je trouve ça important aussi de me dire qu'en face, on a un concurrent français. Ça veut dire qu'en fait, on est crédible sur le marché français et probablement aussi sur le marché européen et qu'on est reconnu pour nos compétences. Alors je ne parle pas des compétences de Yogosha ou de d'autres camarades concurrents. Je parle surtout de la reconnaissance des experts français en cybersécurité. Et justement, comme Mathieu parlait de souveraineté, et toi tu parlais des business un peu plus international, donc oui, on a des business et des clients qui sont en dehors de la France, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, etc. Et cette problématique de la souveraineté, tu vois, on la retrouve aussi en dehors de la France. Et nous, on a une offre self-hosted, donc, qui permet d'avoir la plateforme déployée directement sur les serveurs des clients, qui intéresse beaucoup les organisations qui ont cette thématique de la souveraineté érigée en top one priorité. Bah oui, alors ouais, effectivement, c'était une des questions que j'avais. Et en fait, en rédigeant cette question, je me suis dit, mince, mais imagine une entreprise qui est, je sais pas, qui fait de l'industriel de pointe ou même des industries que j'aime pas trop, mais de l'armement ou ce genre de choses-là. Sont des entreprises ou voire même des institutions où la donnée est classifiée, etc. Faut pas que ça sorte, faut que ça fuite sous aucun prétexte. Si jamais on arrive et qu'on fait du bug bounty, même privé, sur ce genre de choses-là, mais c'est comme en pentest, en fait, on a accès à des données qui sont extrêmement sensibles. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça quitte pas ce petit cocon? Comment on fait pour construire ce cocon? Donc, je savais pas qu'il y avait du on-premise comme ça, mais c'est intéressant de voir la solution. Je me disais, est-ce que du coup il y a eu en fait ce problème qui est apparu à un moment? Un client vous a dit oui, j'aimerais bien bosser avec vous, mais non, parce qu'en fait je sais pas où vont mes data et du coup c'est non. Ou est-ce que justement il y a des fois il y a des clients carrément qui vont vous choisir vous parce que vous êtes français et qui disent non, je veux pas qu'il y ait un Américain par exemple qui mette les pieds chez moi? Alors à cette dernière question, oui. Et j'aimais bien ta métaphore du petit cocon. Justement, avec la possibilité de faire du self-hosted, donc du on-premise, on a la possibilité de créer pour le client ce petit cocon, justement. Et donc, si vraiment il y a des problématiques de confidentialité plus, je sais que dans le ministère des Armées, il y a le secret cosmique. J'adore cette terminologie. Donc voilà, s'il y a des problématiques de secret cosmique, on peut mettre du on-premise. Et là, forcément, c'est ultra rassurant pour l'organisation. Au-delà d'avoir la communauté qui peut être accréditée et donc travailler sur le scope de ce type de clients, les clients peuvent aussi faire travailler leurs personnes internes en passant par la plateforme Yogosha. Donc c'est aussi quelque chose qu'on propose, comme Mathieu l'a rappelé tout à l'heure. On est d'abord un éditeur de logiciels et ensuite il y a cette incroyable communauté qui s'est créée autour, mais le client peut totalement utiliser Yogosha en tant que tel, donc c'est-à-dire en tant que plateforme. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, en bonne partie. Le secret cosmique, ça n'a rien à voir avec Sylvain Durif. Non, Christ cosmique. Non, je crois pas. Très bien. J'ai fait un petit passage au ministère des Armées avant de rejoindre Yogosha et il y en avait qui étaient accrédités secret cosmique. Je trouvais ça formidable. C'est incroyable. J'aimerais beaucoup voir ça. Bon, bref, on verra. Une autre émission, c'est pas grave, on en reparlera. Ok, très bien, c'est très intéressant. Je pense que je creuserai le sujet de mon côté un peu plus tard, ça m'intéresse. Oui. Très bien. Alors, on parlait marché, on parlait un peu de maturité de marché tout à l'heure. Justement, côté maturité, comment ça se passe? Parce que suivant qui on interroge sur cette question de maturité de la cyber dans les entreprises, on a des réponses qui vont globalement dans le même sens, mais qui ne sont pas toujours formulées de la même façon et pas au même niveau. Est-ce que vous trouvez que les entreprises aujourd'hui ont été, entre guillemets, assez sensibilisées et on commence à comprendre que le bug bounty, c'est quelque chose qui n'est pas complètement illégal et qu'on peut en faire un business, que c'est pas forcément des hackers qui viennent tout casser? Est-ce qu'on en est encore au stade où on fait ce travail pour le pentest et on verra après pour le reste? C'est quoi votre vue là-dessus? Tu as un petit peu répondu tout à l'heure, Mathieu, il me semble. En fait, je pense que ma verticale est plus simple que celle de Mathieu.
Sur la partie éditeur de logiciels que je gère pas mal, franchement, il y a une maturité niveau cyber qui est plutôt bonne, même s'ils peuvent se manger des vulnérabilités qui sont costauds parfois. Au niveau du jargonnage, du métier, vraiment de la profession de hacker éthique, ça, il n'y a pas trop de soucis. Après, de l'autre côté, tu as tout ce qui va être organisation publique, mairie. On a des RSSI qui sont... travaillent pour les départements, les mairies, qui sont extrêmement informés, qui travaillent avec nous depuis longtemps. Et franchement, il n'y a pas besoin de faire de pédagogie auprès d'eux. Au contraire, ils sont même de très bons sponsors et c'est un plaisir de travailler avec eux. Et forcément, quand ça va sortir un petit peu du cadre des RSSI, de personnes qui vraiment travaillent dans la cyber, et qu'on va s'adresser à des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce genre de pratiques, surtout offensives, là, c'est parfois un petit peu laborieux. Je me suis déjà retrouvée dans des discussions où tu devais réexpliquer que, comme Mathieu le disait, hein, que la personne, elle était quand même encadrée légalement, que sa responsabilité était... pas légalement, mais contractuellement, pardon, que sa responsabilité était quand même engagée, donc elle n'allait pas faire n'importe quoi. Et tu sens qu'il y a vraiment de la peur en face, et c'est aussi notre job, et c'est le job aussi de nos concurrents finalement, d'un peu démocratiser tout ça. Donc, step by step. T'as vu une évolution, toi, Mathieu, justement? Alors, je dis pas ça à cause des cheveux blancs, hein, je n'oserais pas, mais est-ce que t'as vu une évolution les dernières années réelle, ou est-ce que tu sens que ça suit son chemin, mais bon, pas plus que ça, quoi? Non, il y a une vraie prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience. Néanmoins, il y a quand même une grosse inertie à faire évoluer les choses. Et ce qui est marrant, c'est que pour le coup, moi, sur les secteurs dont je m'occupe, je me rends compte que typiquement, toute la partie, on va dire, régalienne, la partie étatique, qui est théoriquement le secteur qui a le plus d'inertie, qui a le plus de difficultés à évoluer et à changer, a vraiment pris le pas, a vraiment senti le vent venir, et utilise de plus en plus ce fonctionnement un petit peu du crowdsourcé, du bug bounty, de sortir un petit peu de ces partenaires très très classiques, les grosses SS2I, les Capgemini, les Atos, les machins, les trucs comme ça, et justement se tourne vers des acteurs comme nous, ou comme nos camarades côté Yes We Hack. Et ce que je sens, c'est que l'inertie et la problématique de changement, elle est plutôt sur les boîtes privées, qui théoriquement sont fer de lance sur le côté modernité, évolution, on est les premiers, etc. Et on se rend compte que oui, on a encore de la gestion à la papa, un peu à l'ancienne, où on a du mal à faire bouger les lignes, où il n'y a pas forcément de volonté de prise de risque. Et bon, ça va les desservir à un moment, probablement. Mais voilà, moi je suis content aussi de voir sur le secteur dont je m'occupe, et notamment le régalien, qu'on a vraiment pris le sujet, qu'on utilise ces nouveaux leviers, et que j'espère que ça va faire effet boule de neige. Et pour le coup, des structures qui sont théoriquement innovantes vont prendre le pas et vont se dire à un moment, ok, bon, si des vieilles structures comme des ministères, ce genre de choses-là, utilisent ce genre de procédés et ont un vrai ROI dessus, on va peut-être le faire quand même. Voilà. Et on parlait tout à l'heure de complémentarité, et c'est à ce moment-là qu'on se dit que commençons par du pentest. Donc on est quand même sur de l'opération de sécurité offensive, avec des personnes dont le métier de pentester qui s'apparente concrètement à du métier à la profession de hacker éthique. Et en fait, dans le pentest, comme tu rencontres la personne, et il y a ce côté humain qui enlève cette peur, et donc pour bifurquer après sur du bug bounty, c'est quand même une discussion beaucoup plus aisée. Donc j'étais mauvaise tout à l'heure en soupirant en disant qu'il y avait des discussions laborieuses. En fait, il faut juste procéder par étapes. Ouais.
On le, on l'a vu dans d'autres discussions sur d'autres épisodes du podcast, où il y avait vraiment toute cette partie où d'abord faut que l'infra tombe en marche, ensuite faut qu'on la sécurise un petit peu, faut que l'entreprise tourne et ensuite tu vas mettre des couches de sécurité au fur et à mesure. Effectivement. Ouais. Ok. Alors, une petite seconde. Je regarde si on n'avait pas raté une question du chat, j'ai pas l'impression. Non, mais il y a un petit cours sur le secret cosmique, même moi je savais pas. Effectivement, on a J'ai tous les balancé le détails. terme sans savoir. Tous les détails. Si, il y a une question, alors je sais pas si c'était un troll ou pas, mais éventuellement ça peut être intéressant. Il nous demande si vous avez des serveurs en Chine. Est-ce qu'il y a des territoires où vous n'avez pas d'activité, par exemple la Chine? On travaille avec un partenaire qui, lui, je sais pas si c'est un partenaire, mais bon, on va utiliser ce terme-là, qui, lui, s'occupe de la vérification d'identité bancaire des personnes des hunters qui sont sur la plateforme. Et en fait, eux ne peuvent pas avoir de business pour des raisons politiques avec certains pays. Donc forcément, par défaut, ça les exclut. J'imagine Chine-Russie en ce moment. Ouais, ils s'accordent sur les réglementations européennes, en fait, concrètement. Ok. Voilà, le business model côté Yogosha, c'est quand même de se dire, monsieur le client, en face de vous, on ne vous met pas un pseudo, on vous met un nom, prénom, une identité qu'on connaît, et bien évidemment, pour le côté, ça je pense que c'est de la régulation européenne aussi, donc je pense que nos camarades français et éventuellement nos camarades côté Pays-Bas, Belgique, doivent respecter les mêmes régulations, ça veut dire qu'on ne paye pas des rewards sur un PayPal en Bitcoin ou ce genre de choses-là. C'est uniquement un virement bancaire. Ça veut dire qu'on a à la fois l'identité de la personne, alors c'est un tiers de confiance qui le détient, c'est pas nous, c'est l'identité de la personne et un compte bancaire. Déjà, ça permet de briser quelques craintes côté des clients sur le fait de se dire ok, vous mettez un mec en face, il est certes très très bon, mais je ne sais pas qui c'est, et s'il y a un souci, je ne pourrais pas l'identifier pour aller lui taper dessus en termes judiciaires. Ouais. Et ça, c'est valable pour le bug bounty, mais c'est aussi valable pour le VDP. Je peux utiliser l'acronyme maintenant, c'est bon. C'est du VDP, donc il n'y a pas d'obligation de rémunération des rapports qui sont soumis, mais si le client veut le faire, le hunter pourra communiquer ses identifiants bancaires, son identité, et elle recevoir ce virement. Donc ça permet aussi d'avoir un canal sécurisé pour les paiements pour le client. Et effectivement, dans le chat, il y avait une question qui était intéressante, désolé, on est passé à côté. Donc il demandait limiter la communauté de hunter ne va pas limiter les compétences disponibles pour les programmes. C'est vrai qu'on l'a peut-être pas assez précisé, mais pour rentrer dans la communauté, donc vous pouvez participer à un CTF qui a lieu toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. J'avoue que je ne saurais pas te dire précisément. Et donc, le principe même d'un CTF, c'est quand même de tester les compétences, enfin plusieurs compétences, tu as du web, de la crypto, etc. Pour pas toutes les citer. Et donc non, si quelqu'un est motivé et veut rejoindre la communauté, il n'y a aucune compétence qui seront mises sur le côté. Typiquement, il y a un de nos collègues qui connaissait quelqu'un qui était très fort en tout ce qui est hacking de hardware. Il a pu passer le CTF et rejoindre la communauté après. Donc en fait, on a vraiment des profils qui sont pluridisciplinaires et c'est ça qui fait notre richesse. Et est-ce que ça va pas limiter la compétence sur les programmes en tant que tels Comme Mathieu le disait, on va essayer d'inviter sur les programmes des personnes qui sont cohérentes avec le besoin du client. Donc forcément, si éventuellement il y avait une application mobile et on sait qu'il y a des gens qui sont spécialisés sur du mobile, on va s'orienter vers ce genre de profil. On veut garder une certaine cohérence en fait. Juste pour se rendre compte en termes de nombre de personnes que vous mettez par scope, alors j'imagine bien sûr ça varie suivant la taille du scope, la technique, etc. Mais c'est quoi? C'est 5 personnes, c'est 10 personnes, 50 personnes? Un exercice de bug bounty, que je crois que j'ai dit tout à l'heure, c'est le temps long et la volumétrie des chercheurs qu'on met. Un programme de bug bounty avec 5 chercheurs sur une semaine, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est quand même le constat qui n'est pas à faire.
Et c'est souvent les arguments qu'on doit fournir au client parce que le client est réticent, parce qu'il veut aller doucement, parce que mais ça, c'est des raisons qu'on peut comprendre parfaitement, parce que c'est un nouveau modèle pour lui, qu'il est pas «prêt» entre guillemets à ce genre de choses-là. Néanmoins, il veut du retour sur investissement. Donc, c'est à nous aussi, sur notre approche, d'accompagnement, au plus proche du client, de le conseiller et aussi, de prendre en charge, certaines phases, quand il en a besoin, notamment par exemple, sur le triage ou la qualification des rapports. Globalement, un client qui veut faire du bug bounty, mais qui est un petit peu frileux, on va partir sur généralement une trentaine de personnes, sélectionnées en fonction de leurs skills par rapport au périmètre, sur une période de 3 semaines. Un client qui est, un petit peu plus ouvert, qui est un petit peu plus sûr de lui, qui est un petit peu plus mature, là effectivement on est plutôt sur 80 personnes, sur une période d'1 mois. Voilà, donc c'est pareil, c'est le côté aussi, peut-être, approche, de la gestion du client, en version Yogosha. Ça veut dire qu'on préfère prendre, un petit peu plus de temps peut-être sur la partie build et avoir un run qui se déroule correctement, plutôt que de faire le build assez rapide parce qu'on sent que le client veut partir rapidement et qu'en fait le run il va être catastrophique et que le client va être frustré, va être déçu, va être submergé et donc pour le coup et bah, son expérience du bug bounty ne va pas être concluante et qu'il va arrêter et qu'il va Mm. revenir aux méthodes à l'ancienne d'un pen test classique qui ne qui aujourd'hui est nécessaire, mais qui n'est pas forcément une bonne vision dans la notion de sécurité sur le long terme. Ok. Donc ouais, au final, le nombre de personnes qui sont dépêchées sur sur chaque programme, elle est suffisante en fait pour avoir assez de compétences. Ouais. Voilà, Exactement. Et c'est même l'un des leviers. S'il y a une baisse d'activité, on rajoute des hunters sur le programme pour justement avoir cette activité suffisamment soutenue pour le client. Il y a une question sur l'ubérisation, on va y revenir plus tard, c'est une question qu'on a prévue, donc ne t'inquiète pas, ça va venir. Ok, très bien, intéressant. On va parler un petit peu du côté légal, parce que c'est souvent quelque chose qui intéresse beaucoup les entreprises et les hunters aussi qui n'ont pas envie de finir en prison, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que toutes les activités de la plateforme et des hunters via votre plateforme chez vos clients respectent les lois des pays, des pays d'ailleurs, et que tout se passe bien. Voilà. Comment vous faites ça? On paye très cher quelqu'un qui s'occupe du juridique. Non, mais après, on est globalement, bien sûr, liés par des accords juridiques. Et généralement, c'est quelque chose peut-être qu'on ne voit pas, mais dans le processus commercial de contractualisation d'opérations de bug bounty, de pen test, il y a vraiment deux moments qui prennent le plus de temps. C'est le côté legal et c'est le côté achat. Le côté opérationnel de volonté de mettre en place des opérations de sécurité, c'est globalement un quart de la discussion contractuelle. Donc effectivement, le sujet, c'est qu'on doit aller faire de l'évangélisation côté du legal, de faire de la pédagogie, et c'est très normal, puisque c'est leur boulot, côté legal, d'avoir peur de tout et de mettre des barrières sur tout. Néanmoins, ça ne sert pas forcément la sécurité de leur SI et de leurs produits. Donc il y a ce vrai sujet-là. Du côté Yogosha, du côté du client, on est équipé, on va dire, en personnes qui parlent ce langage que je ne comprends pas du legal. C'est très très obscur. Il y a peut-être des gens dans le chat qui font des langages de bas niveau ou qui s'essayent à faire du Rust et de faire des choses incroyables et qui ont l'impression que c'est très difficile. Je vous conseille de discuter avec quelqu'un qui est dans un service legal et vous allez vous rendre compte que c'est globalement plutôt facile. Voilà, donc il y a ce sujet-là. Il y a la réglementation, à la fois française et à la fois européenne aussi, qui pose des garde-fous sur certains sujets.
Donc voilà, il y a ce sujet-là. Maintenant, il y a un vrai chantier à faire qui a été, une fois de plus, initié par la Commission européenne sur la reconnaissance de cette notion de hacker éthique, pour lui donner vraiment un vrai statut et pouvoir le protéger sur les opérations qu'il peut mener. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, aujourd'hui, en dehors de toutes les plateformes parce que ça se passe bien au-dessus de nous à notre niveau. Néanmoins, il faut que chaque plateforme, chaque individu, chaque acteur éthique, contribue à ce discours, à ce dialogue, à ces échanges pour vraiment montrer que, bah, là, il y a quelque chose, qui est à faire, il y a quelque chose qui est à statuer. Pour une information aujourd'hui, un hacker éthique, qui se ferait attaquer, la seule chose derrière laquelle il peut se retrancher, c'est la notion de lanceur d'alerte, qui n'est pas forcément, adaptée à son travail. Et c'est aussi, et probablement on en discutera tout à l'heure aussi, le sujet de l'initiative de l'association qu'on a montée, du Hack for Values, qui, au-delà du fait de mener des opérations pro bono pour des associations et des ONG, milite aussi à un niveau, on va dire aujourd'hui, de l'Assemblée nationale et du Sénat pour justement faire reconnaître ce statut de hacker éthique et tout ce qui va avec, notamment cette protection juridique, cette reconnaissance du statut, ce genre de choses-là. Donc c'est un grand sujet. Heu, Aujourd'hui, les entreprises ne sont pas forcément extrêmement frileuses. Néanmoins, il faut mettre noir sur blanc, ces éléments-là et que les gens qui ont la volonté de participer dans ces activités-là soient vraiment reconnus et elles soient protégées. Ouais, juste une précision effectivement sur les types de scope, les types de missions qu'il peut y avoir. En général, Bug Bounty, c'est Bug Bounty web, on va dire que c'est, j'imagine, 90% du marché. Est-ce que vous avez aussi des Bug Bounty sur de l'IoT, sur de l'OT, sur plein de choses, je sais pas, des systèmes un peu exotiques, ce genre de choses-là? Mobile, mais bon, c'est pas très exotique. Après, ouais, sur l'IoT, Mathieu, je crois que t'en avais une, non? Non, oui. Je te balance une patate chaude comme ça. Ouais, Tu fais ouais, ce non, que mais tu veux. ouais, je sais bien, je m'y attendais, il y a pas de souci. Bien évidemment, je vais pas pouvoir, parler des clients, Non. mais ça fait partie un petit peu de ce que je disais en introduction sur cette notion de special operation, qu'on propose au-delà du bug bounty ou du pentest très, très classique. C'est des opérations un petit peu beaucoup plus spécifiques, sur du système industriel, sur de l'IoT, sur, des opérations, on va dire, entre guillemets, parce que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui le terme Red Team, il y a peu de gens qui vraiment comprennent exactement ce que c'est la Red Team. Mais voilà, sur des opérations de Red Team, donc oui, on est en capacité de proposer ce genre de prestations. On a dans notre communauté, on a des sous-groupes, donc des petits sous-groupes qui sont pour certains mobilisés parce qu'ils sont identifiés et qui sont français, qui ont passé des contrôles élémentaires dans des services français, donc qui sont mobilisés sur des opérations régaliennes. On a des sous-groupes qui sont spécialisés sur de l'IoT, on a des sous-groupes qui sont spécialisés sur de l'infrastructure, on a des sous-groupes qui sont spécialisés sur du reverse, voilà. Donc on est en capacité de répondre aux besoins spécifiques, d'opérations spécifiques que des clients nous demanderaient. Il y a une question qui est passée qui demande comment est-ce que vous mesurez, comment est-ce que vous prévoyez le nombre de personnes sur un scope. Alors je me doute que vous n'allez pas nous donner votre recette magique en live non plus, mais comment est-ce qu'on fait pour estimer? Est-ce que c'est le nombre de systèmes en face? Est-ce que c'est la maturité du client? Est-ce que c'est le type de techno? C'est un peu tout ça, plus la maturité, je dirais. Typiquement, si c'est vraiment un scope très mature, bah, on va être moins frileux et inviter beaucoup plus de personnes dès le début. Mais en fait, il n'y a pas... S'il y a une notion de mesure, mais c'est une notion qui va... C'est un chiffre qui évolue constamment, comme on le disait tout à l'heure. On va inviter un pool de chercheurs au début, et puis ce pool va être amené à grossir pour justement garder de l'activité. Et puis pour faire rentrer d'autres compétences aussi, qu'on a peut-être pu louper au début, d'autres personnes vont arriver sur le scope et être beaucoup plus à l'aise avec, et donc forcément trouver des choses plus intéressantes. Donc il n'y a pas...
pas de la science exacte. C'est la science préférée de Mathieu, c'est le doigt mouillé. Balle perdue. Totalement. Mais on commence souvent assez basiquement. Enfin, moi, pour la part, les scopes que j'ai sont assez similaires. Comme tu le disais tout à l'heure, c'est de la web app assez classique. Donc, on va commencer avec une 30aine de chercheurs et ensuite faire évoluer ce chiffre assez rapidement ou non. Je t'avoue que ça dépend. Donc voilà, ma réponse c'est ça dépend.